Claire gara sa Clio d'occasion devant la maison familiale de Villeurbanne avec une précision nerveuse, ses mains tremblantes sur le volant usé aux coutures défaites. La petite maison mitoyenne de banlieue se dressait dans la pénombre du soir de juin, ses volets verts écaillés fermés comme toujours, la lumière jaunâtre du salon filtrant à travers les rideaux en dentelle défraîchie que sa mère refusait de changer depuis 15 ans. Elle coupa le moteur et resta immobile quelques secondes, observant les silhouettes floues qui se mouvaient à l'intérieur, cette famille qu'elle s'apprêtait à affronter avec une nouvelle qui changerait tout. Elle attrapa l'enveloppe blanche posée sur le siège passager, ce rectangle de papier glacé marqué du logo de l'université Claude Bernard Lyon 1, portant les mots qu'elle avait tant espérés. À l'intérieur se trouvait sa lettre d'admission en première année de médecine, celle qui validait 7 années de travail acharné, de nuits blanches passées sur des manuels de biologie, de sacrifices silencieux que personne n'avait remarqués dans cette maison. Claire l'avait obtenue avec mention, classée dans les 15% meilleurs, un exploit qui représentait presque 3000 heures d'études acharnées. Elle sortit de la voiture, ajusta son jean Zara acheté en solde et son pull noir simple, et marcha vers la porte d'entrée. Ses baskets Nike usées claquaient sur le trottoir fissuré, avec un rythme irrégulier qui trahissait son anxiété. Son cœur battait vite, mais ce n'était plus vraiment de l'espoir depuis longtemps. Plutôt cette adrénaline nerveuse qui précède un événement qu'on redoute autant qu'on l'attend. Cela faisait 3 ans qu'elle se préparait à ce moment précis. 3 ans qu'elle étudiait jusqu'à l'épuisement dans sa chambre minuscule qu'elle partageait avec Émilie, sa sœur jumelle, celle qui préférait sortir avec ses amis plutôt que réviser, qui riait de l'acharnement de Claire, qui la traitait de rat de bibliothèque, avec ce mépris léger mais constant. Claire avait mordu sur sa langue, comme toujours, espérant secrètement que ses résultats lui vaudraient enfin un regard de reconnaissance, une place dans cette famille qui lui avait toujours été refusée. Sylvie, leur mère, avait insisté pour qu'elles postulent ensemble, répétant qu'elles devaient faire les choses ensemble, comme des vraies jumelles. Et Claire avait accepté sans protester, habituée à se plier au désir maternel sans jamais questionner leur logique cruelle. Claire poussa la porte d'entrée et fut accueillie par un silence lourd, oppressant, celui qui précède les tempêtes. La chaleur de ses souvenirs d'enfance, ce sentiment de sécurité et d'appartenance, s'était évaporé depuis longtemps de cette maison. Sa mère, Sylvie, se tenait près de la baie vitrée du salon, les bras croisés sur son chemisier bleu marine froissé, le visage figé dans une expression de reproche qui ne laissait aucun doute sur ce qui allait suivre. Son regard croisa celui de Claire, et quelque chose passa dans ses yeux, un mélange d'agacement et de dégoût à peine dissimulé. Elle s'avança vers sa fille avec cette démarche raide qui trahissait sa contrariété. « Où étais-tu » dit-elle d'une voix suffisamment forte pour remplir tout l'espace. Elle se rapprocha encore, plantant son regard dans celui de Claire. Émilie a reçu sa réponse ce matin. Elle n'a pas été acceptée en médecine. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence, qui s'installa brusquement. Claire compta mentalement jusqu'à 3, regardant sa mère droit dans les yeux, avec un calme qui la surprit elle-même. Elle connaissait Sylvie depuis 18 ans. Elle aurait dû s'attendre à cette atmosphère toxique. Et pourtant, sentir le poids de l'accusation implicite avant même d'avoir parlé créait quelque chose de définitif. Une ligne qu'elle sentait sur le point d'être franchie. « Et toi ?» reprit sa mère avec une froideur calculée. « Toi, tu as été acceptée, bien sûr. » Claire hocha lentement la tête, serrant l'enveloppe contre elle. « Oui. Regarde ce que tu fais à ta sœur. » explosa Sylvie en pointant vers Émilie recroquevillée dans le fauteuil, pleurant avec des sanglots théâtraux. « Vous êtes jumelles. Comment veux-tu qu'elle se relève maintenant ?» Son père, Pascal, resta affalé dans le canapé en tissu beige élimé, les yeux rivés sur son journal Le Progrès, complice par son silence. Sa mère s'avança encore, son visage à quelques centimètres de celui de Claire. « Ta sœur compte. Elle a besoin de nous. Toi, tu t'en sortiras toujours. Alors voilà ce qui va se passer. Tu ne reviendras dans cette maison que si tu renonces à cette faculté. Choisis maintenant. » Claire pouvait partir en pleurant. Elle pouvait supplier. Elle pouvait jouer le rôle qu'on attendait d'elle. Au lieu de cela, elle posa l'enveloppe sur la table basse avec une lenteur calculée, releva la tête et répondit d'une voix parfaitement calme qui résonna comme une sentence. « Très bien. » Un seul mot, prononcé sans colère, sans tristesse,
juste cette acceptation froide qui sembla déstabiliser Sylvie l'espace d'une seconde. Claire monta les escaliers, remplit un sac avec l'essentiel, et redescendit 10 minutes plus tard. Elle sortit de la maison avec la tête haute, refusant de leur offrir le spectacle de sa douleur. Elle regagna sa voiture, s'installa derrière le volant, et resta immobile dans l'habitacle silencieux. Les larmes vinrent enfin, brûlantes et libératrices. Puis, elle sortit son téléphone de son sac, essuya ses larmes d'un revers de main rageur, et tapa sur Google. Une adresse apparut. Auberge de jeunesse. Lyon Vieux Lyon. 22 € la nuit. Claire démarra le moteur. Dans son rétroviseur, elle vit sa mère sur le perron qui la regardait partir. Elle tourna au coin de la rue sans se retourner. Claire poussa la porte grinçante du dortoir numéro 7 de l'auberge de jeunesse Lyon Vieux Lyon, avec une fatigue qui pesait dans chaque muscle de son corps, son sac de sport usé cognant contre sa hanche à chaque pas. La pièce sentait un mélange d'humidité, de désinfectant bon marché et de chaussettes sales. Une odeur âcre qui lui souleva l'estomac dès le premier souffle. 8 lits superposés s'alignaient contre les murs nus, leurs matelas fins recouverts de draps blancs douteux, et des sacs à dos de toutes les couleurs encombraient le sol carrelé de gris. Elle repéra le lit qui lui avait été attribué, une couchette supérieure dans le fond, et y jeta son sac sans ménagement. 22 € la nuit pour dormir dans une pièce partagée avec 7 inconnus qui parlaient anglais, allemand, espagnol, dans un brouhaha constant qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Elle compta mentalement ce qui lui restait. 658 € après avoir payé 3 nuits d'avance. 30 jours maximum si elle économisait sur la nourriture, moins si elle voulait manger correctement. Cela faisait 48 heures qu'elle avait quitté Villeurbanne. 48 heures qu'elle vivait dans ce dortoir bruyant où des routards australiens rentraient ivres à 3 heures du matin en riant trop fort, où une fille allemande ronflait comme un moteur diesel, où les douches communes étaient constamment occupées par des gens qui prenaient leur temps comme s'ils étaient en vacances. Claire ne dormait presque pas, les yeux fixés sur le plafond taché d'humidité, calculant et recalculant ses dépenses, cherchant des solutions qui n'existaient pas encore. Le lundi matin, elle assista à son premier cours de médecine dans l'amphithéâtre immense de l'université Claude Bernard. 400 étudiants entassés sur des sièges en bois inconfortables, tous fraîchement sortis du lycée, avec des sourires excités et des groupes d'amis déjà formés. Claire s'assit au fond, seule, son cahier ouvert devant elle, et prit des notes méticuleusement pendant que le professeur de biochimie parlait d'un ton monocorde de cycle métabolique et de structure moléculaire. À la pause, une fille blonde en pull Lacoste rose s'approcha avec un sourire éclatant qui criait son appartenance à une classe sociale que Claire ne connaîtrait jamais. « Salut, moi c'est Léa, j'habite chez mes parents à Villeurbanne, super pratique. »« Et toi ?» Claire força un sourire poli. « Claire, je cherche encore un logement. »« Ah, galère ! Bon courage avec les proprios lyonnais, ils sont horribles. » Léa repartit aussi vite qu'elle était venue, rejoignant son groupe d'amis qui gloussaient près de la machine à café. Claire serra les poings dans ses poches. Elle n'avait pas besoin de pitié superficielle. Elle avait besoin d'un toit et d'argent. Le mercredi après-midi, après 5 jours de recherche désespérée sur Leboncoin et PAP, elle trouva enfin un studio. 12 mètres carrés dans le 8e arrondissement, coincé entre une laverie automatique qui tournait 24 heures sur 24 et un kebab dont l'odeur de friture imprégnait les murs. Le propriétaire, un homme bedonnant en survêtement Adidas, qui la dévisagea de haut en bas avec un regard évaluateur, lui demanda 420 € par mois, plus 8, 140 € de caution. Claire vida presque toutes ses économies pour signer le bail, ses mains tremblant légèrement en comptant les billets sur la table crasseuse de l'agence. Le studio sentait le moisi, la peinture s'écaillait au mur comme une maladie de peau, et la douche fuyait avec un bruit de gouttes régulier qui résonnait comme un métronome de la misère. Mais c'était à elle. Un espace où personne ne viendrait la juger, la rejeter, lui rappeler qu'elle n'était pas assez bien. Elle s'installa le soir même, déplia son matelas gonflable acheté chez Carrefour pour 30 € et s'assit par terre au milieu de la pièce vide. Autour d'elle, 4 murs nus, un réchaud électrique posé sur le rebord de la fenêtre et un silence qui ressemblait enfin à de la liberté. Claire sortit son téléphone, ouvrit Indeed et commença à postuler.
Serveuse, hôtesse d'accueil, vendeuse, livreuse, n'importe quoi qui payait et s'ajustait aux horaires de ses cours. En 2 heures, elle envoya 37 candidatures avec une détermination mécanique. Puis elle s'allongea sur son matelas, fixa le plafond fissuré et laissa échapper un long soupir qui ressemblait presque à du soulagement. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Reviens, on peut discuter. » Claire le lut une fois, bloqua le numéro et éteignit son portable. Claire glissa sa carte de pointeuse dans la machine à l'entrée du restaurant Le Comptoir avec un geste devenu automatique après 3 mois de service, le bip électronique résonnant à 17h58 précises. La brasserie du centre-ville brillait déjà de tous ses feux. Ses tables en bois cirées impeccablement dressées, ses verres à vin alignés comme des soldats, l'odeur de bœuf bourguignon et de tarte tatin flottant dans l'air climatisé. Elle enfila son tablier noir réglementaire, attacha ses cheveux en chignon serré et rejoignit Margot, qui comptait les couverts derrière le bar. Margot, 35 ans, mère célibataire d'une fille de 8 ans, étudiante en reconversion en psychologie pour enfants, était devenue sa collègue préférée par défaut d'être la seule qui ne la jugeait pas. Elle leva les yeux de sa pile de fourchettes avec un sourire fatigué qui ressemblait au sien. « Bonne journée à la fac ?» Claire haussa les épaules en vérifiant son calepin de commande. « Examen de biochimie. Ça a été. » « Juste ça a été. Tu as eu combien ?»« 15,5. » Margot siffla entre ses dents. « Et tu appelles ça juste ça a été ?»« Ma belle, tu es un monstre. » Claire ne répondit pas, trop occupée à calculer mentalement son planning de la semaine. Cours de 8h à 16h du lundi au vendredi, service au restaurant de 18h à minuit 5 soirs par semaine, distribution de prospectus pour une salle de sport le samedi de 9h à 17h, babysitting le mercredi après-midi pour une famille du 6e arrondissement, 4 heures de sommeil par nuit si elle était chanceuse, des pâtes au beurre comme unique repas, et cette fatigue chronique qui lui donnait l'impression de marcher dans du coton depuis des semaines. Le service du soir commença à 19h, avec l'arrivée des premiers clients. Ces cadres en costume qui commandèrent des plats à 30 € et laissaient des pourboires de 3 € avec un sourire condescendant. Claire enchaînait les tables avec une efficacité mécanique, prenant les commandes, servant les plats, débarrassant, souriant poliment même quand un client âgé lui pinçait les fesses en passant, ou qu'un autre se plaignait que son steak était trop cuit alors qu'il avait commandé à point. À 22h30, un homme d'une trentaine d'années s'installa à la table près de la fenêtre. Claire le remarqua immédiatement parce qu'il ne ressemblait pas aux autres clients. Habillé simplement d'un jean Levi's et d'un pull gris anthracite, les cheveux châtains légèrement en désordre, le regard calme posé sur le menu sans cette arrogance habituelle des habitués. « Bonsoir, que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle en sortant son calepin. Il leva les yeux avec un sourire discret. « Le risotto aux champignons et un verre de vin blanc, s'il vous plaît. » Claire nota la commande, surprise par le ton poli, par l'absence de familiarité forcée ou de remarques déplacées. Elle servit son plat 20 minutes plus tard, et quand il paya en liquide, il laissa un pourboire de 8 € sur une addition de 32 €, plus que ce que la plupart laissaient en une semaine. « Merci », dit-il simplement en se levant. « Bonne soirée. » Elle le regarda partir, déconcertée par cette interaction qui ressemblait presque à du respect. Le service se termina à minuit 45. Claire compta ses pourboires de la soirée, 23 € qu'elle glissa dans son portefeuille usé, et sortit dans la nuit fraîche de décembre. Le dernier métro était passé depuis longtemps. Elle marcha 40 minutes jusqu'à son studio, les pieds endoloris dans ses chaussures de service, le froid mordant ses joues. Dans son studio, elle s'effondra sur son matelas, sans même se déshabiller complètement, trop épuisée pour cuisiner, trop épuisée pour réviser. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Claire, c'est papa. Ta mère est à l'hôpital. Rien de grave, mais elle demande après toi. On peut se voir ?» Claire fixa l'écran pendant 3 longues minutes, ses doigts tremblant légèrement au-dessus du clavier. Elle pensa à sa mère sur un lit d'hôpital, à son père qui tendait enfin la main, à cette partie d'elle qui voulait encore croire que les choses pouvaient s'arranger. Puis, elle effaça le message sans répondre, mit son téléphone en mode avion et ferma les yeux. Elle avait un examen d'anatomie à 8 heures. Elle n'avait pas le temps pour eux.
Claire essuyait le comptoir en marbre du comptoir pour la 3e fois ce soir-là, ses gestes répétitifs et mécaniques masquant la fatigue qui lui brûlait les yeux après une garde de nuit blanche aux urgences en tant qu'externe. Elle avait réussi. 4 ans d'études acharnées, de nuits blanches, de sacrifices constants, et elle portait maintenant la blouse blanche marquée « Externe, chirurgie générale » sur la poitrine. Son salaire d'externe, 380 € par mois, ne suffisait pas à couvrir son loyer. Alors elle continuait à servir au restaurant 3 soirs par semaine. L'homme à la table près de la fenêtre était devenu une constante. Alexandre. 31 ans. Architecte indépendant. Il venait 2 fois par semaine depuis 6 mois maintenant, commandant toujours le même risotto aux champignons, laissant toujours un pourboire généreux, et leurs échanges s'étaient progressivement allongés au fil des semaines. Quelques mots au début, puis des phrases, puis de vraies conversations après le service quand les autres clients étaient repartis. Ce soir-là, à minuit passé, alors que Claire ramassait les dernières assiettes, Alexandre l'attendait dehors adossé à sa Volvo V40 noire. « Je peux te déposer ?» proposa-t-il simplement. Claire hésita, puis accepta d'un hochement de tête. La fatigue était trop lourde pour refuser. Dans la voiture, la chaleur du chauffage et l'épuisement de 24 heures sans sommeil eurent raison d'elle. Elle s'endormit contre la vitre, la tête basculée sur le côté. Quand Alexandre la réveilla doucement devant son immeuble du 8e, elle mit quelques secondes à réaliser où elle était. « Pardon, Tu en fais trop, Claire, » dit-il calmement en la regardant avec une inquiétude sincère. « Tu vas craquer. » Elle sourit faiblement. « Je n'ai pas le choix. » Il la retint doucement par le bras. « On a toujours le choix. Mais je comprends pourquoi tu fais celui-là. » Cette phrase résonna en elle comme une reconnaissance qu'elle n'avait jamais reçue. Quelqu'un qui comprenait sans juger. Les semaines suivantes, Alexandre devint plus présent. Il lui apportait des Tupperware remplis de plats cuisinés qu'il laissait à l'accueil du restaurant. Rien de sophistiqué. Juste des repas équilibrés qui évitaient à Claire de sauter des repas. Il ne posait pas de questions, ne demandait rien en retour. Il était simplement là. Un soir de mars, après un verre de vin de trop qu'Alexandre avait insisté pour qu'elle boive après un service difficile, Claire raconta tout. L'ultimatum, le départ à 18 ans, les années de galère, la solitude qui pesait comme une chape de plomb. Alexandre écouta sans l'interrompre, sans juger. « Tu as eu le courage de choisir ta vie ?» dit-il finalement. Peu de gens en sont capables. Claire réalisa qu'il la tutoyait pour la première fois. Elle ne protesta pas. En mai, Claire réussit brillamment le concours de l'internat en chirurgie générale, classée dans les 5% meilleurs. Quand elle vit son nom sur la liste, elle resta figée devant l'ordinateur de la bibliothèque universitaire, incapable de bouger. Elle avait gagné, seule. Alexandre l'emmena dîner pour célébrer dans un petit restaurant italien de la Croix-Rousse. Pendant le repas, il posa sa main sur la sienne avec une douceur qui la fit frissonner. « Je suis fière de toi. » 4 mots. Les premiers depuis 5 ans qu'elle entendait vraiment. Claire sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait cru mort depuis longtemps. Elle serra sa main en retour. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle rentra chez elle avec le sentiment qu'elle n'était plus seule. Claire ajusta sa blouse de chirurgienne assistante devant le miroir des vestiaires de l'hôpital Édouard Herriot, ses doigts traçant machinalement les lettres brodées « Docteur ». Claire Mercier, chirurgie viscérale et d'urgence, sur la poche de poitrine. 7 ans. 7 ans depuis qu'elle avait quitté Villeurbanne avec 680 € en poche et un sac de sport rempli de l'essentiel. 7 ans de combats acharnés qui se matérialisaient dans ce titre, dans ce poste qu'elle avait décroché à 25 ans, après un internat brillant, où ses chefs de service avaient remarqué sa précision chirurgicale exceptionnelle et son calme en situation de crise. Elle sortit des vestiaires et croisa son reflet dans la vitre du couloir. Une femme différente la regardait, plus mince qu'à 18 ans, des cernes permanents creusés sous les yeux malgré les nuits complètes qu'elle dormait maintenant. Mais le regard droit, la mâchoire ferme, cette dignité durement gagnée qui ne s'effaçait plus. Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Dîner ce soir ? J'ai une surprise. » Claire sourit malgré elle. Alexandre et elle vivaient ensemble depuis 18 mois dans un appartement lumineux de la Croix-Rousse, 2 pièces avec vue sur les toits de Lyon qu'ils avaient meublés progressivement avec des trouvailles de brocante et des meubles Ikea,
montés ensemble un dimanche pluvieux. Il avait ouvert son propre cabinet d'architecture, spécialisé dans la rénovation écologique. Elle gagnait maintenant 3 800 € net par mois, en début de carrière de chirurgienne. Il parlait parfois mariage, enfants, avenir, avec cette prudence de 2 personnes qui avaient été blessées et qui construisaient quelque chose de solide sur des fondations fragiles. Claire traversa le service de chirurgie vers la salle de repos où Margot l'attendait pour déjeuner. Margot, devenue psychologue pour enfants dans un centre médico-social, gardait toujours quelques heures au restaurant par nostalgie et pour maintenir leur tradition des déjeuners du jeudi. Elle leva les yeux de son sandwich en voyant Claire arriver. « Tu rayonnes, ma belle. L'amour te va bien. » Claire s'assit en face d'elle avec son plateau repas de la cantine hospitalière. « Alexandre veut qu'on parle de quelque chose ce soir. Je crois qu'il va me proposer d'emménager dans un plus grand appartement. Ou te demander en mariage, » suggéra Margot avec un clin d'œil complice. Claire secoua la tête en riant, mais son cœur battait plus vite à cette idée. Elle avait construit une vie stable, entourée d'amis choisis, d'une carrière qu'elle adorait, d'un homme qui la soutenait sans jamais l'étouffer. Pourtant, une ombre demeurait, cette question qu'elle refusait de se poser depuis 7 ans. Est-ce qu'il pensait encore à elle? Son beeper sonna brutalement, interrompant sa rêverie. Urgence bloc 3, trauma abdominal grave, patiente en route. Claire se leva d'un bond, laissant son plateau à moitié plein, et courut vers le bloc opératoire. Dans les couloirs, elle croisa l'interne de garde qui lui tendait le dossier d'admission en marchant à ses côtés. Accident de voiture sur la 7. Femme de 25 ans, traumatisme thoracique et abdominal sévère, tension instable. Le SAMU arrive dans 3 minutes. Claire enfila ses gants chirurgicaux en écoutant les détails médicaux. Son cerveau déjà en mode opératoire, analysant, anticipant, préparant le protocole. Elle poussa les portes battantes du bloc et se figea net. Dans la salle d'attente des urgences, visible à travers la vitre de séparation, elle les vit. Son père, Pascal, vieilli de 10 ans en 7 ans, le visage ravagé d'inquiétude, les mains tremblantes serrant un gobelet de café en plastique. Sa mère, Sylvie, assise sur une chaise en plastique orange, les yeux rouges et gonflés, le corps voûté comme si elle portait le poids du monde. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Sa mère porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés de choc. Son père se leva d'un bond, ouvrant la bouche, sans qu'aucun son n'en sorte. Claire détourna les yeux, son cœur battant la chamade, et se dirigea vers la table d'opération, où l'équipe préparait déjà les instruments. L'interne s'approcha, hésitant. « Docteur, la patiente s'appelle Émilie Mercier. Le dossier indique que vous avez le même nom de famille. C'est... Préparez-la pour l'intervention. » Coupa Claire d'une voix parfaitement calme qui ne trahissait rien. Maintenant. Claire se tenait immobile devant les portes battantes du bloc opératoire 3, ses mains gantées de latex bleu suspendues dans l'air stérile, son cœur battant si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Derrière cette porte en acier inoxydable, sur la table d'opération préparée avec une précision militaire, reposait Émilie, sa sœur jumelle. Celle qu'elle n'avait pas revue depuis 7 ans, celle qui l'avait laissée partir sans un mot, celle qui pleurait dans le fauteuil pendant que leur mère la chassait de la maison familiale. L'interne de garde, Thomas, un jeune homme de 26 ans aux lunettes cerclées de noir, se tenait à ses côtés avec le dossier médical ouvert entre ses mains tremblantes. « Docteur Mercier, le scanner montre une rupture de rate de grade 4, un pneumothorax droit, 3 côtes fracturées et un hématome sous-capsulaire du foie. Elle a perdu beaucoup de sang. Sa tension est à 8,6. Le pronostic vital est engagé. » Claire ferma les yeux 3 secondes, respira profondément selon la technique de respiration carrée qu'Alexandre lui avait apprise pour gérer le stress, et ouvrit les yeux avec une clarté glaciale qui effaçait tout, sauf le geste chirurgical à accomplir. Préparez 4 poches de sang. O négatif. Prévenez l'anesthésiste que nous commençons dans 5 minutes. Assurez-vous que tous les instruments sont prêts. Elle poussa les portes et entra dans le bloc, cette cathédrale de néons blancs et de machines qui bipaient avec des rythmes réguliers. L'équipe était déjà en place. L'anesthésiste Dr Laurent vérifiait ses perfusions, les infirmières disposaient les champs stériles, et sur la table, inconsciente, intubée, couverte de sang séché et de terre,
Émilie respirait faiblement au rythme du respirateur artificiel. Claire s'approcha de la table, regarda ce visage qui était le sien et qui ne l'était pas, ses traits identiques déformés par le choc et la douleur, et quelque chose se déchira en elle. Des images défilèrent, comme un film en accéléré. Émilie à 6 ans, qui lui tenait la main pour traverser la rue. Émilie à 12 ans, qui riait en partageant son goûter. Émilie à 15 ans, qui lui empruntait ses vêtements sans demander. Émilie à 18 ans qui la regardait avec haine, pendant que leur mère prononçait l'ultimatum. « Docteur ?» La voix de l'infirmière la ramena brutalement au présent. Claire cligna des yeux, chassa les souvenirs d'un mouvement de tête et tendit la main. Scalpel. Le professeur Dubois, chef du service de chirurgie, entra dans le bloc à cet instant précis, sa blouse déjà enfilée, le masque sur le visage. Il s'approcha de Claire avec ce regard scrutateur qu'elle connaissait bien, celui qui évaluait, analysait, jugeait. « Docteur Mercier, je viens de voir le dossier administratif de la patiente. C'est votre sœur. » Ce n'était pas une question. Claire hocha la tête une fois, sèchement, sans quitter Émilie des yeux. « Oui. Vous voulez que je prenne le relais ? Personne ne vous en voudrait. » Le silence qui suivit dura 3 secondes interminables. Claire sentit tous les regards peser sur elle, l'équipe qui attendait sa décision, ce choix qui définirait qui elle était vraiment. Elle pouvait fuir, se protéger, laisser quelqu'un d'autre porter ce fardeau. Elle pouvait choisir la facilité. Au lieu de cela, elle serra les poings, releva le menton avec cette détermination que 7 années de combat lui avaient forgée, et regarda le professeur Dubois droit dans les yeux. « Non, c'est moi qui opère. » Un silence respectueux emplit le bloc. Le professeur Dubois hocha lentement la tête. « Très bien. Je reste en appui si nécessaire. » Claire prit le scalpel que l'infirmière lui tendait, sentit le poids familier du métal froid contre sa paume et se pencha sur le corps d'Émilie. Incision médiane su et sous-ombilicale. On commence. La lame toucha la peau et traça une ligne nette, précise, parfaite. Le sang jaillit immédiatement, rouge vif, chaud, vivant. Claire aspira, écarta, visualisa les organes endommagés avec une concentration absolue. Chaque geste était calculé, mesuré, exécuté avec une précision chirurgicale qui effaçait tout le reste. Pendant 4 heures, Claire opéra sans lever les yeux, sans trembler, sans faiblir. Elle répara la rate déchirée point par point, draina le sang accumulé dans l'abdomen, stabilisa le foie traumatisé, sutura les vaisseaux endommagés. Autour d'elle, l'équipe travaillait en silence, respectant cette intensité qui ne laissait aucune place à la distraction. À 22h43, Claire posa le dernier point de suture, recula d'un pas et retira ses gants ensanglantés. C'est terminé. Transfert en réanimation. Surveillance rapprochée 24 heures. L'anesthésiste vérifia les constantes. Tension stabilisée à 11,7. Rythme cardiaque régulier. Elle s'en sortira. Claire hocha la tête sans répondre, sortit du bloc et s'effondra contre le mur du couloir, les jambes tremblantes, le souffle court. Elle venait de sauver la vie de celle qui l'avait laissée partir. Claire retira son masque chirurgical d'un geste lent, ses doigts tremblant légèrement malgré l'adrénaline qui continuait à pulser dans ses veines comme une drogue. Le couloir des urgences baignait dans cette lumière blafarde de néon qui transformait tout le monde en cadavre ambulant, et ses jambes menacèrent de se dérober sous elle après 4 heures debout dans une concentration absolue. Elle s'adossa contre le mur carrelé de blanc, ferma les yeux et laissa échapper un long soupir qui ressemblait presque à un sanglot retenu. Émilie était vivante, stable, transférée en réanimation avec un pronostic favorable grâce à son intervention rapide et précise. Claire avait fait son travail avec une excellence clinique que le professeur Dubois avait salué d'un hochement de tête respectueux avant de quitter le bloc. Mais maintenant, dans ce couloir silencieux où l'odeur de désinfectant lui brûlait les narines, la réalité la rattrapait comme une vague glacée. Elle venait de sauver sa sœur, celle qui l'avait trahie, celle qui avait choisi le silence quand leur mère la chassait. Des pas résonnèrent dans le couloir. Claire ouvrit les yeux et les vit s'approcher. Son père d'abord, Pascal, le visage ravagé par 7 années qui semblaient en avoir ajouté 20, les cheveux grisonnants clairsemés, les épaules voûtées dans une veste en jean élimé, qu'elle reconnaissait vaguement. Puis sa mère, Sylvie, vieillie elle aussi,
le maquillage coulé par les larmes, les mains tordues nerveusement devant elle. Ils s'arrêtèrent à 3 mètres d'elle, comme s'ils craignaient qu'elle disparaisse s'ils s'approchèrent trop vite. Le silence s'étira, lourd, chargé de 7 années de non-dits et de rancœurs accumulées. Sa mère parla la première, sa voix brisée par l'émotion. « Claire !» Claire leva la main pour l'arrêter, un geste sec, définitif. « Votre fille est stable. Elle a subi une splénectomie partielle, un drainage thoracique et une réparation hépatique. Le chirurgien en chef passera vous voir dans 1 heure pour les détails médicaux complets. Elle restera en réanimation 48 heures minimum. » Elle utilisait volontairement le vouvoiement, cette distance professionnelle qui créait un mur invisible entre eux. Sa mère tressaillit comme si elle avait reçu une gifle. Son père fit un pas en avant, les yeux brillants de larmes qu'il ne cherchait plus à cacher. « Claire, s'il te plaît, on peut parler? On a tellement de choses à te dire, J'ai fait mon travail, coupa Claire d'une voix parfaitement neutre qui ne laissait transparaître aucune émotion. C'est tout. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres patients à voir. Elle se redressa, ajusta sa blouse tachée de sang séché et fit mine de partir. Sa mère s'avança brusquement, la main tendue dans un geste désespéré. « Attends, tu ne peux pas juste... Après ce que tu viens de faire, tu as sauvé ta sœur ?» Claire se figea, le dos tourné, les poings serrés le long de son corps. Elle resta immobile 3 secondes, qui parurent durer une éternité, puis se retourna lentement. Son visage était un masque de contrôle absolu, mais ses yeux brillaient d'une douleur froide qui glaça sa mère. « Je n'ai pas sauvé ma sœur, » dit-elle avec une précision chirurgicale dans chaque mot. « J'ai sauvé une patiente. C'est mon métier. C'est ce pourquoi vous m'avez chassée il y a 7 ans. » Sa mère porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. « On s'est trompé, on le sait maintenant, on... » « Maintenant ?» répéta Claire avec un rire sans joie qui résonna comme du verre brisé. « Maintenant que vous aviez besoin de moi? Maintenant qu'Émilie était sur une table d'opération ?» Son père essaya d'intervenir, la voix tremblante. « Claire, on a essayé de te contacter plusieurs fois au fil des années. Tu ne répondais jamais. On pensait que je reviendrais en rampant. » Claire le coupa avec une dureté qui le fit reculer. « Que j'abandonnerais ma vie pour mériter de nouveau votre amour conditionnel. » Le silence retomba, pesant, écrasant. Claire les regarda tour à tour. Ces 2 personnes qui lui avaient donné la vie et qui l'avaient rejetée quand elle avait osé la choisir. « Émilie va se rétablir, » dit-elle finalement d'une voix redevenue professionnelle. « Mais nous ne nous rétablirons jamais. Ce qui était cassé il y a 7 ans ne se répare pas avec des excuses prononcées dans un couloir d'hôpital. » Elle tourna les talons et s'éloigna dans le couloir, laissant derrière elle 2 silhouettes brisées qui sanglotaient dans la lumière blafarde des néons. À l'angle du couloir, Alexandre l'attendait, prévenu par son message d'urgence. Il ouvrit ses bras sans dire un mot. Claire s'y réfugia, et pour la première fois depuis 4 heures, laissa les larmes couler. Claire poussa la porte de la chambre 304 en réanimation 3 jours après l'opération, son stéthoscope autour du cou et le dossier médical d'Émilie sous le bras. Chaque pas mesuré et professionnel malgré le nœud qui se resserrait dans sa gorge. Les machines bipaient doucement autour du lit. Moniteur cardiaque stable, saturation en oxygène normale, perfusion intraveineuse coulant goutte à goutte. Et au centre de tout cet appareillage médical, Émilie était assise contre ses oreillers, le visage pâle, mais les yeux ouverts, vivants. Leurs regards se croisèrent, et Émilie se mit à pleurer instantanément, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues creusées par la perte de poids. « Claire, je suis tellement désolée. » Claire resta debout au pied du lit, bras croisés sur sa blouse blanche, le visage impassible. « Comment tu te sens? Douleur thoracique? Nausées? Vertige? »« S'il te plaît, » murmura Émilie d'une voix brisée. « Écoute-moi, juste une fois. » Claire serra les dents, regarda les constantes vitales sur l'écran comme si elles étaient la chose la plus fascinante du monde, puis laissa échapper un soupir de défaite. Elle s'assit sur la chaise en plastique près du lit, raide, distante, mais présente. Émilie parla d'une voix tremblante qui se brisait à chaque phrase. « J'avais 18 ans. J'étais jalouse, stupide. J'ai laissé maman me manipuler parce que c'était plus facile que de te défendre. Je te regardais réussir et je me détestais de ne pas être comme toi.
Alors je t'ai haï à la place. » Claire ne répondit pas, son visage de marbre ne trahissant aucune émotion. « J'ai raté ma vie, Claire, » continua Émilie en sanglotant maintenant ouvertement. « J'ai redoublé 2 fois, j'ai abandonné mes études, je travaille comme caissière chez Carrefour depuis 4 ans. Maman ne me parle presque plus, elle dit que je suis une déception vivante. Papa se tait, comme toujours. Ils ont compris trop tard qu'ils t'avaient reperdu pour rien. » Claire sentit sa carapace se fissurer légèrement. Elle s'autorisa enfin à regarder sa sœur vraiment, ce visage qui était le sien et qui portait les marques d'une vie ratée. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après 7 ans de silence ? Parce que j'ai failli mourir, répondit Émilie d'une voix à peine audible. Et dans l'ambulance, quand je perdais conscience, la seule personne à qui je pensais c'était toi, ma sœur que j'ai trahie, ma sœur qui me manque tous les jours depuis 7 ans. Le silence retomba, ponctué seulement par les bips réguliers des machines. Claire sentit les larmes monter, mais les retint avec une volonté de fer. « Je ne te pardonnerai peut-être jamais complètement, » dit-elle finalement d'une voix basse mais ferme. « Ce que vous m'avez fait, ce que maman m'a fait, ça ne s'efface pas avec des excuses. J'ai survécu seule. J'ai construit ma vie sans vous. Et cette vie, elle est à moi. » Émilie hocha la tête, les larmes continuant de couler. « Je comprends. Je ne mérite pas ton pardon. » Claire se leva, ajusta sa blouse et se dirigea vers la porte. Puis elle s'arrêta, la main sur la poignée, sans se retourner. « Mais je te souhaite de trouver ta voie, Émilie. De devenir quelqu'un pour toi-même, pas pour maman ou pour qui que ce soit d'autre. Tu as 25 ans. Ce n'est pas trop tard. » Elle sortit avant qu'Émilie puisse répondre, fermant la porte doucement derrière elle. Dans le couloir, ses parents attendaient sur les chaises en plastique orange, vieillies et brisées. Sa mère se leva d'un bond en la voyant. « Claire, on peut… » »« Non » coupa Claire d'une voix définitive. « Vous avez fait votre choix il y a 7 ans. J'ai fait le mien. On vit avec. » Son père se leva à son tour, les mains tremblantes. « On regrette tellement, si on pouvait revenir en arrière. Mais vous ne pouvez pas, » dit Claire avec une tristesse froide qui les glaça. « Et moi non plus. Émilie peut rester en contact si elle le souhaite, mais vous deux, vous n'êtes plus mes parents. Vous avez perdu ce droit il y a 7 ans. » Elle s'éloigna dans le couloir sans se retourner, laissant derrière elle des sanglots qui ne la concernaient plus. À la sortie de l'hôpital, Alexandre l'attendait dans sa voiture. Elle monta, attacha sa ceinture et resta silencieuse pendant tout le trajet. Ce n'est qu'en arrivant chez eux qu'elle murmura « Je crois que je viens de fermer définitivement une porte. » Alexandre prit sa main et la serra. Parfois, c'est le seul moyen d'avancer. Claire ajusta le voile de dentelle ivoire devant le miroir de la petite chapelle de Fourvière, ses mains tremblant légèrement, non pas de nervosité, mais d'une émotion pure qu'elle s'autorisait enfin à ressentir pleinement. Derrière elle, Margot arrangeait les plis de sa robe simple mais élégante achetée chez une créatrice lyonnaise, un modèle en crêpe de soie fluide qui tombait parfaitement sur ses épaules découvertes. « Tu es magnifique, ma belle », murmura Margot avec des larmes dans les yeux. « Regarde-toi. Regarde la femme que tu es devenue. » Claire se regarda vraiment pour la première fois depuis longtemps. 32 ans, chirurgienne senior à Édouard Herriot, respectée par ses pairs, aimée par un homme qui la voyait vraiment. Les cernes avaient disparu, remplacées par des rides de sourire naissantes. Ses cheveux châtains tombaient en boucles souples sur ses épaules nues. Elle rayonnait. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident d'Émilie. 2 années de reconstruction lente, prudente, honnête. Émilie avait suivi une formation d'aide-soignante, travaillait maintenant dans un EHPAD de Villeurbanne et semblait enfin apaisée. Elle se voyait 1 fois par mois pour un café au Ninkasi de la Guillotière, reconstruisant une relation adulte différente, sans illusion mais avec respect. Leurs parents, Claire ne les avait jamais revus. Sa mère avait envoyé une longue lettre d'excuses que Claire avait lue 1 fois, puis rangée dans un tiroir sans y répondre. Certaines blessures ne guérissent pas. Elles laissent juste des cicatrices qu'on apprend à porter. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. Émilie entra, vêtue d'une robe simple bleu marine, les cheveux attachés en chignon sobre. Leurs regards se croisèrent, avec cette prudence qui les caractérisait maintenant. « Je voulais juste te dire merci », dit Émilie doucement. « De m'avoir invitée, je sais que ce n'était pas évident. »
Claire s'approcha, hésita une seconde, puis prit la main de sa sœur. On n'aura jamais ce qu'on avait avant, mais on construit quelque chose de nouveau. C'est déjà beaucoup. Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux. Maman voulait que je te dise qu'elle... Non, coupa Claire avec douceur, mais fermeté. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma journée, ma vie, mon choix. La cérémonie fut intime. 40 personnes triées sur le volet. Margot et sa fille Léa au premier rang, des collègues de l'hôpital qui étaient devenus des amis, quelques architectes du cabinet d'Alexandre, et Émilie assise discrètement au fond. Pas de parents, pas de fantômes du passé, juste les gens qui avaient choisi Claire et qu'elle avait choisi en retour. Quand Alexandre glissa l'alliance en or blanc à son doigt, Claire sentit quelque chose se dénouer définitivement dans sa poitrine. Elle n'était plus la fille chassée de Villeurbanne. Elle était docteur Claire Mercier-Laurent, chirurgienne, épouse, femme libre. Le soir, lors du dîner au restaurant La Mère Brasier, Claire se leva pour porter un toast. Les conversations se turent, tous les regards se tournèrent vers elle. Il y a 14 ans, j'ai quitté une maison qui ne voulait plus de moi, avec 680 € en poche. Commença-t-elle d'une voix claire qui ne tremblait plus. J'ai appris qu'on ne doit rien à ceux qui nous abandonnent, même s'ils nous ont donné la vie. On se doit à soi-même d'être heureux, entier, libre. Aujourd'hui, je suis entourée de ma vraie famille, celle que j'ai choisie et qui m'a choisie. Et je n'ai jamais été aussi complète. Les applaudissements éclatèrent. Alexandre l'embrassa tendrement. Margot pleurait ouvertement. Émilie, au fond de la salle, souriait avec une tristesse résignée mais sincère. Plus tard, en rentrant dans leur appartement de la Croix-Rousse transformé en petit cocon, Alexandre la prit dans ses bras. Heureuse, Claire regarda autour d'elle, leur vie construite pierre par pierre, leur amour gagné jour après jour, et sourit avec une certitude absolue. Oui, pour la première fois de ma vie, vraiment heureuse. Elle avait sauvé des centaines de vies sur des tables d'opération. Mais la plus importante qu'elle avait sauvée, c'était la sienne, il y a 14 ans, en disant simplement « très bien » et en partant sans se retourner. That's not Where's the field of view? Chad. How do I fix my hair? Is It's this the only hair? that's the only Is it in the hairstyle. You game? can just change the color. Metal, Field did of I view say hi to 7. you? Oh my I don't god. think Metal, I love you. at You're 90. beautiful. Yeah, can you put Oh, 90 FOV is so much better. But once you have the equipment in your hand, it's gonna look really far away from what I've Uh, heard. I have a bald spot. Is this supposed to be realistic? I do have a nose ring. Oh, This looks exactly like Tyler. I don't know what you're talking about. Hey, look, do I look hi good? Metal. Hi Galaxy. Yeah, I'm doing okay. Thank you so Ew, I much. don't like that. I don't like it. Killer, I it's don't like it. streaking. Why do I see We went from back bending to neck breaking. Ew. What do you- Oh no. I can't. Yeah. I think demo Chad. glasses. Now look at me doing it. Ready? Look. It's so What are you guys weird. doing? Oh, Does my leg look like it's breaking? Yeah. You look like you you're guys are doing the you're stanky distract- leg. you're distracting me, and I'm trying to make a person. I don't think that's something you should do on stream. Oh, I don't like that. That's so. Thank you, Skiller. Ugh. I'm Yeah, if you stand up and look up, it looks the same, basically. All right, now what happens? Now what happens if we turn the head This bob is off? pink. I'm gonna do pink. Jeans like a normal person. Oh, is this a new pink badge? All right, so I'm still looking, but what do I look like? Is my head still bobbing? Yes. it So is turning still head bob going off up does and- absolutely nothing. Got it. Got I mean, it. it look the same. Dude, I have the I same can shirt. hear the bones breaking, literally. You're not wearing it though. Wait. I didn't put it So wait. in. There's so much. Got it today. Even Shirt. even with me, I'm still head bobbing.
It costs 10,000 for a brown shirt. This That's- has gotta be Louis Vuitton or something. Wait. Why can't I save this? What Did am I you have to buy it? press the- Is there something that you need to buy? You have to buy it? Yeah, there's some Yep. things that you have to buy and some things that you don't. So if there's a dollar sign next to it, you're gonna have to buy it. And all of the shirts are like Gucci. $5,000 or $10,000. Thank you, Gucci, Skiller. Louis, How do I- Prada. Oh, how do I buy it? Oh. You press the buy button. Oh, that makes sense. The button with the dollar sign on it. Hey man. Learn I'm to just- adjust. Hey now, hey now. This is what I'm we. buying This is what devs Mm. created. Oh, let's try this. Ready? Boom. Oh. $10,000. Are you kidding me right now? Oh, so when you pick up inanimate objects that are not Yeah, he your. is. What is happening? All right, hold Wait, on. look at this Hold little on. Give me the sweater. max field of view for the. Hello? Let me get the max field of view. All right, I ready? think. Is this? This is so bad. Oh my god, watch this. I want this sweater. Is this black or green? The ball was in my Am I mouth. colorblind? Hey yo. Anyways, but it's like you go to pick it up, but you pick it up, but then your hand goes out. Like look at this. Meow. I'm sorry. It's like I'm picking it up with my mouth. What's holding it? Oh my god. Oh my god. How do I? What do I look like? Hold on. I want to go look at your stream, so I can see. You look so good. I have a bald spot. My whole forehead is a bald Do I have a spot. bald spot? Do I have a bald spot? Hey dude, little one. My whole Oh. forehead is a bald spot. Me too. I like that your beard is like I like super it full, this. but your head is not. You're supposed to be bald. I don't want to be bald. My dad is bald. I already look like my dad. The last thing I need to do is be bald like him. Not Brother, why me you bald? choking That's on my my food, thing. listening to Wayward saying there's a ball in her mouth, and Chad just saying, "Hey yo." Oh, no. Brother, why you bald? She's not that bald. She just has a very. No. She's taller than me, so I can't really see. Tyler, can you crouch? She Do just they only have the one hairstyle no. that you got comes with? That the person comes with, yes. She just That's has a stupid. very. Why can't I fix my hairstyles? You have to change your Dude, my person. whole- I don't want to change my person. All right. Does this look bad? Hey pup. I guess the brightness is. Hi, Hans. Maybe if we turn up Yeah. gamma a little bit. Hello, Farah, darling. Right. That's kind of how I feel. Chat, I'm how's not this sleepy look? here Does lately. this look okay, like brightness wise? I've been trying to adjust my NVIDIA filters to make it like Thanks, guys. look a little better. Does this look okay? Dan Sermon. My eyes. Thank you for Chat. reading your daily chapter 30 You're- times. Your person looks so good. It's Grace is the one I choose. This is the update. Oh yeah, it's bad. Hans, it's so bad. Yeah. Anyway, Here, Chad, show us your neck. you don't want to know what they called me in high school. High school. It's like, hello? You know, don't do that while I'm crouched down like this. It's so bad. Killing someone put a smudge on it. Someone smudge a chat. It's so bad. That could be really bad right now. No, no. I already know what people are doing with this. All right, let's get in. Let's get in here. Let's get in this game. Does You- my character look okay? You look beautiful. You look beautiful. We Holy Spirit, activate. Oh, no. Holy Spirit, We have a activate. wheel of misfortune to Holy start us Spirit, off with. activate.
Activate. Okay, man. Would you like Activate. one normal one? All right, let's go. Yeah, let's. We're gonna start with one normal one. Now I'm getting a raid with 100. Oh my god. Oh my gosh. Steph! Stevie Wow. B, hello, Remember to friend. use your watch. I didn't even know I have. You have a watch, yes, you can look at I it. haven't seen. Steffi, I haven't seen hello, anything. friends. How Because are you're Sandy. you? I'm gonna mute for a second. Welcome in, Raiders. Steffi, please tell me you were playing this update. I need to know. I need to know your thoughts on this. How were your games? How did it go? How was it? I hope you're doing well. It's lovely to see your face. Kind of, not really, your username. We were playing, yes, the games were shite. What do you think of the update? I don't know how, we haven't played a game yet. We've just been doing the customizations. We just started. Squishy Daddy, thank you so much for the follow. For those who are new here, I'm Wayward. I'm a spooky streamer with a big focus in Phasmophobia, Severance, and the other side. We're testing out the update today. We're gonna see how it goes. OMG, your chair is so cute. Oh my god, thank you. It's a Technosport chair, but I did not pay the money for it. I got it off of Facebook. It's beautiful. But thank you so much for the raid. My gosh, what a way to start off the stream. But yeah, what do we think of this update? What do we think? What do we think? We're also collabing with It's Simply Tyler. If you feel like sending her some love as well, she's a great person. She's one of my lovely mods. Y'all, oh my gosh, thank you for the follows. Peach Cheeks, Trin, Fenthahen. Oops, Drips, thank you for the follows, y'all. Hi, Liam. Speaking of Severance. Let's see. I want to make sure I'm not missing it. If you die, I'm gonna play Dumb Ways to Die. Do it. I dare ya. Not really impressed. Let me know if your spirit box ends up working. Mine didn't, and didn't see any orbs either. Oh no! Books. There's all the books. All of the books. Not keen on the update so far. Lots of issues to resolve. Bumblebee, thank you for the lurk, lovely. I do not like the update. I want the old Phaz. Ooh, I'm scared. I'm the trash cat. Babs that girl. Charla, thank you for the follows, y'all. I really appreciate y'all. I love books. Me too. You're in a great place for books. It's terrible. Yeah, y'all, we're gonna see how this works. We have not played